Chers auditeurs d'Alliance 92 sur Ambaro, bonjour à vous. Et pour cette semaine, donc, on va parler de joyaux. Parmi les joyaux de Madagascar, c'est sa biodiversité, c'est sa richesse minière, c'est tout ce qui tourne autour des faunes, flores endémiques. Et pour ce faire, nous allons donc recevoir ici deux invités, à savoir l'Alliance Voargas, représentée par Sloufou Ralaimi Yotla, ainsi que Fa Anjamanarif, qui est journaliste. Bonjour à vous. Bonjour. Dernièrement, vous avez sorti un film qui parle de deux points bien connus par ceux qui voyagent à travers Madagascar, mais inconnus aussi pour d'autres, c'est-à-dire Ampasindav et Soalal. Le film est sorti. Mais pourquoi ce film d'ailleurs ? Bonjour Prisca. En fait, ce film a été sorti dans le cadre d'une initiative initiée par 5 institutions à Madagascar, c'est-à-dire l'initiative SRJS, Shared Resources Joint Solution, qu'on peut traduire en malagasy, Faulana Iresana, Arena Yumbuna. Cette initiative est une initiative mondiale qui a été lancée dans 16 pays et appuyée techniquement, financièrement par l'Union internationale pour la conservation de la nature de Pays-Bas et aussi le ministère des Affaires étrangères hollandais, qui est mise en œuvre actuellement à Madagascar par Alliance Voargas, l'association Fanambi, l'association Famil, Turel et Missouri Botanical Garden. Ces 5 institutions ont choisi les 2 sites de par ses richesses naturelles, de par ses richesses faunistique, floristique, sa beauté en termes de tourisme, ses potentialités en termes de production, agriculture. Vie communautaire aussi. Oui, vie communautaire aussi, mais surtout par la présence de 2 grands projets miniers. À Mbanza, il y a bien sûr le projet d'exploitation de terres rares qui est initié par la société TREM. Et à Soalal, le projet d'exploitation de fer qui a été initié par la société Wisco. Donc c'est en fait un peu un défi au niveau international aussi de harmoniser ces interventions, d'harmoniser le développement, d'harmoniser les intérêts de chacun dans ces 2 paysages. Et c'est pour cela que ces institutions-là se sont mis d'accord pour lancer l'initiative à Madagascar. Nous tenons à remarquer et à insister sur le terme initiative, mais pas projet ou programme. Oui. Parce que c'est à peu près... C'est cela qui fait la différence en fait. On ne fait pas des appuis en termes de développement direct, on ne fait pas des appuis en termes numéraires ou comme les anciens projets, mais nous on fait surtout les appuis en termes de renforcement de capacité, d'appui technique. Les accompagner. Les accompagner pour que ces gens-là, les communautés, les sociétés civiles locales au niveau district, région, puissent apporter leur voix, apporter leurs idées, de les appuyer à savoir dialoguer avec toutes ces parties prenantes pour qu'on puisse les écouter aussi et pour qu'on puisse considérer leur doléances dans la participation au développement de ces 2 paysages. N'empêche, Madagascar fait partie des 16 pays donc concernés. Et n'est-ce pas quand même une certaine fierté du pays d'avoir 2 points quand même, hein? C'est pas Oui, bien sûr. C'est l'une de notre particularités d'avoir 2 sites d'intervention parce que dans d'autres pays, c'est à peu près un paysage. Nous, on a eu la chance d'intervenir dans ces 2 sites que vous venez de mentionner, à savoir Ampasindav, qui est dans le district d'Ambanza, et la commune de Mamboupa, qui est dans le district de Soalal et la zone Soalal, quoi. Alors, mais on sait très bien que les problèmes communautaires, tout compte fait, même si nous avons nos richesses faunistiques, tout ce qui en convient, c'est-à-dire des problèmes qui sont toujours rencontrés si on parle de nature dans ces lieux. En fait, j'aime pas trop dire le terme problème, je veux dire défi, parce qu'on travaille dans une initiative pour la gouvernance des ressources naturelles. Comme quoi tous les vocabulaires aussi changent. Hein.
Oui. C'est une éducation à donner. C'est une éducation à donner. Le vrai défi, toujours, c'est que ces gens-là, ces communautés, ces Malagasy qui vivent dans les fins fonds de Bassendava ou les fins fonds de Solal, ce sont des personnes qui vivent essentiellement des ressources naturelles, qui ne peuvent pas vivre sans l'eau, sans les nourritures qui viennent des ressources locales, sans la mer, sans la pêche, sans les mangroves. Et ce sont toujours les personnes qui sont vraiment vulnérables face aux avancées du développement industriel, aux avancées de changement climatique. Et c'est pour cela que nous, on a sollicité aussi l'appui de nos collègues journalistes pour vraiment mettre en valeur la vie de ces personnes, pour que on puisse les considérer que ce sont des personnes qui doivent participer au développement de leur village, de leur district, de leur région et de leur pays. Et c'est pour cela aussi qu'on a produit ce film avec, entre autres, FA, pour qu'on puisse vraiment commencer à prendre en compte les voix de ces personnes, qu'on puisse vraiment voir ensemble que ces personnes-là existent et qu'on va considérer leurs idées pour participer au développement de leur région. Oui, justement, 30 minutes pour ce beau film documentaire. Quel était votre œil pour ce film intitulé, rappelons-le, Vaula Nayeresna Arena Yumbunan? Merci Prisca et encore bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Bon, on était 5 à réaliser ce film. Et je tiens à remercier l'initiative SRJS parce que c'était vraiment un grand plaisir pour nous de travailler avec eux dans le cadre de la réalisation de ce film. Ça nous a permis de voir encore et encore Madagascar, ce beau pays qui s'appelle Madagascar. De quel œil? Bon, déjà, par rapport à la façon dont on a travaillé, il y a déjà la mission qu'on nous a confiée par rapport à l'objectif de l'initiative SRJS. Mais là, par rapport à ce que je suis, à ce que nous sommes, on a essayé de mettre une complémentarité entre l'objet même de la mission et notre passion en tant que journaliste. Oui. Voilà. On a essayé donc de combiner ces deux choses-là pour qu'on puisse mettre vraiment en exergue la vie des gens, leur richesse, le côté touristique du film et le côté voyage. Voilà, quelques mots. Mais c'est-à-dire que l'approche par rapport aux communautés existantes dans ces deux sites, comment ça a été fait, cette approche-là, vous en tant que réalisateur? Oui, d'abord on a effectué une préparation, avant même la descente sur le terrain, sur les deux paysages. Donc déjà là, on a essayé de comprendre, on a essayé d'avoir à l'avance ce qui va se passer avec les gens. Mais franchement, d'après ce qu'on a vécu, on n'avait vraiment pas de problème à faire des approches avec les gens. Parce que ça fait déjà 25 ans que j'ai travaillé à Madagascar. Là où je vais, il y a toujours les gens qui vous accueillent chaleureusement avec leur sourire. C'était presque toujours comme ça. Pour le cas de Solal et d'Apassandava, on était bien accueillis par les gens. On n'avait pas de difficulté à parler avec eux. Et surtout, le plus important, c'est que ce sentiment d'avoir leur confiance. Et du coup, on est devenu leur confident. Par exemple, le cas de Solal qu'on a relaté dans le film. Ce qui se passe avec les paysans, les agriculteurs, les riziculteurs, qui sont en difficulté maintenant par rapport aux problèmes d'irrigation d'eau après les travaux de recherche effectués dans la société de grandes mines. Donc là, du coup, on est devenu leur confident. Et ça, c'est important. Et on s'estime vraiment heureux d'avoir ce genre de relation avec d'autres Malgaches. Et c'est-à-dire que vous avez tenu compte aussi quand même de la culture de ces communautés, parce que cela existe aussi. Oui. Leur façon de vivre, leur façon de penser, leur manière de comprendre les choses. Dans vos communications avec ces deux communautés qui vivent des ressources naturelles également, c'était comment cette culture, privilégier cette culture pour avoir cette confidence-là? Déjà, l'environnement, quand on parle de l'environnement, il y a deux façons de voir la chose.
Mais pour les gens, surtout pour la population riveraine, la population locale, d'abord, l'environnement et tout ce qui entoure leur vie, c'est d'abord des ressources. Parce que eux, ils dépendent de ça pour vivre, ou même pour survivre. Quand on leur parle de l'environnement, c'est par rapport à cette approche qu'on essaie de voir les choses. Et on essaie d'épouser cette façon de voir pour qu'on puisse vraiment avoir accès et avoir la confiance des gens. Tout en tenant compte de cet esprit initiative. Oui, bien sûr. Oui, l'initiative, c'est comme on dit, c'est une initiative. Donc, on commence et on espère qu'il y a des gens qui vont continuer aussi. C'est crucial que on puisse mettre en valeur aussi ces cultures, parce que il faut pas oublier que ces gens-là, ils vivent de la nature, ils vivent de leur culture. Ils espèrent aussi pérenniser leur culture aussi, et c'est aussi notre espérance que ces cultures-là ne disparaissent pas d'ici 20, 30 ans avec les avancées de l'industrie minière, par exemple. C'est très essentiel parce que si on parle de Solal, avant, quand on a fait les études, on a pensé seulement s'entretenir avec les paysans là où il y a le site minier, avec les gens qui vivent autour du parc, là où il y a la tortue en gnouk. Mais au fur et à mesure qu'on a préparé notre descente, on a su voir aussi qu'il y a des pêcheurs là-bas qu'il faut pas oublier, parce que un des grands problèmes de cette zone, c'est aussi la pêche qui commence à être très difficile pour ces petits pêcheurs. Pourquoi ? À cause de la pêche industrielle. Oui, il y a cette concurrence avec les pêches, les sociétés de pêche industrielles qui font les pêches crevettières saisonnières, mais aussi les pêcheurs artisanaux qui font des pêches pour collecter des ressources halieutiques afin de les vendre aux collecteurs. Donc tout cela on a constaté que lorsqu'on a fait au fur et à mesure notre préparation, et là on a dû s'adapter avec l'équipe de journalistes pour qu'on puisse pas oublier ces gens-là. De même pour Solal. Pour Apasnave, pardon. Au fur et à mesure qu'on a avancé dans les préparatifs, on a pu découvrir aussi que à Pasnave, là, il y a les 4 communes du presqu'île, il y a beaucoup de potentiel sur l'agribusiness, parce que actuellement il y a les vanilles qui commencent à bien marcher en Pasnave, il y a le cacao, il y a les cultures de poivre, donc tout cela, il faut que les gens puissent faire face à tout cela, parce que qui dit culture de rente dit début d'insécurité aussi. Ouais. On sait tous. Voilà. 30 minutes pour réaliser tout cela, c'était évident. Parler de cette beauté, parler de cette vie active, du poumon même de ces 2 sites. Certes, 30 minutes, ça peut être insuffisant, mais vu le temps de préparation, avec les descentes sur le terrain, je pense que on a, comment dirais-je, personnellement, je pense que c'est assez pour qu'on puisse apprécier vraiment. Et mettre en symbiose aussi le tourisme durable et tout cela pour remarquer. Parce que les films parlent évidemment et exactement effectivement du tourisme, de l'écotourisme. On parle de voyage. D'économie, bien sûr. La vie des gens et la biodiversité, bien sûr. Donc, en 30 minutes, on a essayé de résumer tout ça pour que nous tous, nous puissions apprécier. Oui, 30 minutes de film, mais aux alentours de 8 mois de tournage et de préparation. Ouais. Donc, ça a été quand même assez chaud, les va-et-vient dans les terrains,
les choix des captures, les choix d'images à publier, parce qu'on ne peut pas. Si on a voulu publier entièrement nos images, nos roches, je pense pas que 30 minutes va suffire, parce que avec 8 mois de travail, on a quand même eu vraiment un débat assez long pour faire sortir ce 30 minutes. N'empêche, c'est une norme internationale respectée à travers la langue utilisée, qui est la langue malgache. Merci. Et avec une transcription en langue française, ce film, tout compte fait, il est sorti, il a eu donc ce premier écran. Et la suite alors? Diffusion publique, diffusion sur d'autres chaînes nationales ou ailleurs? Effectivement, notre priorité, c'est de la diffusion nationale. Pour cette semaine, on va essayer d'organiser les diffusions au niveau régional, si possible, c'est-à-dire dans les régions concernées, Diana et Bouen. Et, pour les sensibiliser, pour les faire comprendre. En même temps, pour les faire comprendre, mais aussi seulement pour communiquer que voilà, vous êtes dans de beaux endroits, il faut se battre pour que ces endroits-là restent intacts du côté beauté, mais il faut aussi préserver, être conscient que tôt ou tard il faut accepter le développement. Et c'est pour cela aussi qu'on prépare les communautés pour qu'ils puissent vraiment faire face aux avancées technologiques, industrielles de leur région, de leur village. Après les projections régionales, on va essayer aussi d'aller vers l'international, parce que, étant une initiative internationale, on a l'obligation aussi de faire comprendre à tout le monde, que ce soit dans les 16 pays là où on intervient sur SRJS, mais aussi dans d'autres pays, que voilà, il y a ces contextes. Dans ces 2 endroits à Madagascar, il faut qu'on collabore pour qu'on puisse vraiment garder ces endroits comme ça. Il faut qu'on collabore pour qu'on puisse appuyer les communautés surtout, parce que pour nous, les communautés sont cruciales. On travaille premièrement pour eux, et aussi sensibiliser toutes les organisations de la société civile, que ce soit au niveau national, régional, international, pour qu'on puisse travailler ensemble dans l'appui à ces communautés, dans l'appui au développement durable, dans l'appui à la gouvernance de ces ressources dans ces 2 zones. 30 minutes après la première de ce film, vos ressentis, vous les 5 qui étaient dans cette équipe? Je peux dire qu'on est satisfait. On est satisfait de ce qu'on a fait, parce que en même temps, je tiens à signaler et à souligner aussi que ce film, c'est pas tout simplement et uniquement destiné à la diffusion nationale ou bien régionale, mais ça va être vraiment un outil pour l'initiative SRJS dans le cadre de la mission de plaidoyer surtout. Ouais. Donc là, mis à part notre qualité de journaliste, on a aussi contribué dans le côté communicationnel du film, pour que ça puisse faciliter l'action de plaidoyer que l'initiative SRJS va mener par rapport à cet outil. Il y a une certaine appartenance aussi. Voilà. Ouais. Écoutez, on souhaite voir ce film s'éparpiller un peu partout au pays et bien entendu à l'extérieur. Au fait, au passage, 16 pays, nous sommes donc les seuls de l'océan Indien, il me semble. Hein? Oui, nous sommes le seul de l'océan Indien. Il y a nos voisins du continent qui font aussi qui travaillent dans l'initiative, c'est-à-dire dans la zone de delta de Zambèze et le rift d'Arb et l'Arbertine, c'est-à-dire dans les zones Anzani et aux alentours. Mais il y a aussi nos collègues de Bénin et de Burkina Faso qui est dans le tout autre côté, paysage aussi quand même. Hein, oui, tout autre paysage dans le côté ouest de l'Afrique. Eux aussi, ils y travaillent.
Sur le continent américain, c'est essentiellement dans le zone Chaco Pantanal, c'est-à-dire du côté de Brésil et je sais pas, Bolivie. C'est toutes les plaques de compte fait, hein. Et du côté asiatique, on a nos collègues philippins du détroit de Mekong, ceux qui sont au plus nord, c'est-à-dire, je sais pas si j'aimerais pas dire n'importe quoi, mais c'est aux alentours. Tous les continents sont représentés. Oui, tous les continents sont représentés. D'accord. Alors, Fa Andiamananarivo, avoir produit un film documentaire au niveau international, c'est sans doute, ce n'est pas le premier film que vous réalisez là, comme tel, de film documentaire ou d'investigation aussi, il ne faut pas oublier, puisque vous êtes dans ce microcosme-là. Eh bien, merci à vous et longue vie pour vos activités, vous en tant que journaliste, à travers vos reportages et vos films documentaires, et à l'Alliance Wargas, bien sûr, toujours cette lutte et préservation et initiative. Merci à vous. Merci. Merci.